Les deux débatteurs du dimanche, Mathieu Hoc pour le think tank Le Millénaire, bonjour. Bonjour Jean-Marie, bonjour Nicolas. Think tank classé à droite. Nous sommes Bonjour avec Nicolas Corato pour le think tank Place de la République. Bonjour. Bonjour à tous. Think tank placé à gauche. Chers amis, sur quoi voulez-vous être consultés par référendum? C'est la question qu'on va se poser avec vous. On la pose aussi sur le Twitter de Sud Radio. Vous nous répondez à l'immigration, à plus de 80% d'entre vous. C'est la grande cogitation, c'est ainsi qu'on l'explique dans la tribune du dimanche ce matin à l'Élysée. Sur quoi consulter les Français par référendum? Les ministres qui vont de leurs propositions. Par exemple, Bruno Retailleau qui a suggéré il y a quelques semaines de faire un référendum sur une question très sociale, celle de l'aide médicale d'État, l'AME. Sur quoi voulez-vous être consulté par référendum, Mathieu Hoc? Je pense qu'il faudrait d'abord définir à quoi sert un référendum pour pouvoir se poser cette question. Demander l'avis des Français. Oui, c'est soit trancher un blocage institutionnel. Ouais. Là, en l'occurrence, il y a un blocage institutionnel qui est la majorité ultra relative du socle commun et le fait qu'il n'y a pas d'Assemblée nationale qui soit gouvernable. Soit effectivement de poser la question aux Français pour essayer de dégager une majorité consensuelle autour d'un sujet. Sur les questions liées à l'immigration, en fait, la réalité, c'est que la majorité des Français, on la connaît déjà. On connaît ce que pensent les Français sur les questions migratoires. On sait que les Français veulent plus de fermeté, ils ne veulent pas subir l'immigration, mais ils veulent plutôt la choisir. Et donc, est-ce que poser une question aux Français sur ces sujets-là de la politique migratoire a un sens? Ça ne peut avoir de sens que si tous les autres moyens qui ont été essayés n'ont pas abouti. Et donc, ce que tente de faire Bruno Retailleau, c'est de dire j'ai proposé une loi immigration au Sénat qui a été effectivement censurée par le Conseil constitutionnel en partie, non pas sur le fond, mais sur la forme. A priori, j'aimerais reproposer une nouvelle loi immigration, mais le problème, c'est qu'il y a une partie du socle commun, notamment chez les macronistes, qui n'en veulent pas parce qu'ils hurlent, parce que quand il y a une grande loi immigration, ils se disent on va mettre en œuvre une politique migratoire quasiment déraisonnée. La gauche effectivement n'en veut pas, et donc il se dit alors effectivement pourquoi pas ne pas trancher la question par les Français pour que l'on ait véritablement une souveraineté populaire qui s'exerce. Donc vous voulez un référendum sur l'immigration dans la mesure où l'Assemblée nationale ne peut pas se mettre d'accord dessus. Voilà. Nicolas Corato. Bon, il y a plein de choses à dire. D'abord, le référendum, c'est quand même l'arme institutionnelle des faibles. C'est-à-dire qu'on se tourne. Vous Le avez général raison de de le Gaulle dire. était faible? Mais bien sûr, en 69, il est très faible, le général de Gaulle. Il sort En 62 aussi? Il sort essoré de 68. Non, mais 62, c'est un peu particulier. Il sort essoré de 68 et il n'a comme dernière arme institutionnelle que le référendum pour essayer de rebondir, et on connaît l'histoire. Donc, d'abord, c'est une arme institutionnelle de faible. Deuxièmement, je suis d'accord avec Mathieu, la question c'est pas sur quoi on va être, mais c'est à quoi ça sert. Pourquoi? C'est pas, demander l'avis aux Français, on n'a qu'à prendre un très bon institut de sondage, qui ferait enfin son travail. Non, mais attendez. Et qui requerrait l'avis des Français sur les sujets de Vous êtes société. de mauvaise foi, Nicolas Corato. L'idée, je caricature un peu, on est dimanche. L'idée c'est quand même de se dire, on peut pas demander aux Français leur avis de manière aussi officielle, aussi solennelle, sans leur dire à quoi ça va servir. Pourquoi? C'est-à-dire que derrière le référendum, il faut un acte institutionnel fort, il faut un texte de loi, il faut quelque chose qui change le droit positif. Bon. Alors, je vais prendre un exemple concret justement pour que vous puissiez dérouler votre argumentaire. Pourquoi ce n'est pas possible, par exemple, de trancher ce débat une bonne fois pour toutes? Tiens, voulez-vous, oui ou non, l'abrogation du droit du sol? Ou alors voulez-vous, oui ou non, passer à la retraite par capitalisation, puisqu'il n'y a pas forcément que le sujet de l'immigration qui compte? Pourquoi ce serait pas possible de trancher ce genre de choses plutôt que de continuer à avoir des débats parlementaires qui continueraient pendant des mois et des mois et des mois? Peut-être, mon cher Jean-Marie, que on peut donner grâce au Parlement et se dire que si le Parlement n'y arrive pas, c'est pas que les parlementaires sont nuls. C'est qu'il n'y a pas de majorité. C'est que le sujet est compliqué. C'est qu'il n'y a pas de majorité. Pardonnez-moi, est-ce qu'on peut accepter un peu dans ce pays que les sujets ne se règlent pas sur des plateaux radio ou télé avec des phrases à l'emporte-pièce? Non, on vous propose, et qu'il y a des sujets compliqués sur lesquels il faut réfléchir. On propose de le régler dans un bureau de vote. Non, mais il n'y a pas dans un studio de radio. Il n'y a pas de difficulté. Je dis simplement que si ça ne fonctionne pas à l'Assemblée nationale, c'est pas uniquement parce que nos députés, nos parlementaires ne sont pas à la hauteur, c'est parce que ces sujets sont tellement compliqués, ont tellement d'incidences, y compris sur la vie quotidienne. Trop compliqué pour les Français aujourd'hui, mais demain, qu'effectivement c'est compliqué. Mais aujourd'hui, alors, et sur le surcroît, je peux un moment sur le surcroît. Vous parlez beaucoup d'immigration, pardon, quand on regarde. J'ai parlé des retraites aussi, justement pour vous apaiser. Je vous remercie. Mais quand on regarde les préoccupations des Français par les instituts de sondage et tous les instituts de sondage, c'est pas l'immigration qui arrive en tête. C'est le pouvoir d'achat, c'est la santé. Et ensuite, l'immigration.
Non mais c'est la réalité, on est tous d'accord là-dessus. Donc on focalise beaucoup, et Monsieur Retailleau focalise beaucoup sur l'immigration. Je suis pas sûr que les Français attendent un référendum qui mais dans ce cas-là, ils voteront non, et puis ce sera réglé, on passera à autre chose. Mais ce sera réglé quoi? Vous croyez que la moitié de la classe politique qui fait son chiffre d'affaires aujourd'hui sur l'immigration va arrêter d'en parler parce que les Français diraient ce sujet ne nous intéresse pas? Attendez, soyons sérieux. Je suis pas d'accord avec ce que dit Nicolas. On est dans la politique politicienne. On peut pas être d'accord avec ce que dit Nicolas. La réalité, c'est que la politique migratoire, pendant trop longtemps, ça a été un sujet qui était tabou dans la classe politique. Et c'est ça que reprochent les Français à l'ensemble de la classe politique. C'est que pendant des années, les gens n'ont pas voulu voir le sujet au réel par rapport à ce qui était fait. Il y a eu beaucoup de lois immigration qui ont été faites sur la politique migratoire. Certaines allaient dans le bon sens, d'autres n'allaient pas forcément dans le bon sens. Mais ce que reprochent les Français par rapport à la classe politique, c'est l'incompréhension d'une part des problématiques, et c'est pour cela que vous avez une montée, et c'est pas qu'en France d'ailleurs, c'est aussi le cas dans les autres pays européens ou même plus globalement dans le monde occidental. Vous avez une montée des populistes, une montée de certains partis, notamment des partis de droite nationale, qui s'explique parce que justement vous avez trop longtemps des gens qui n'ont pas écouté les Européens, qui ont la sensation de mourir d'un point de vue culturel, d'un point de vue identitaire, d'un point de vue économique, et c'est ça le sujet. Et le deuxième point qui est problématique, et c'est pour cela qu'effectivement des référendums peuvent être importants, c'est la question de l'impuissance publique. C'est qu'aujourd'hui, une politique publique, notamment sur la politique migratoire, mais également sur les réformes des retraites, sont jugées par les Français impuissantes parce que les responsables politiques n'arrivent pas à changer la vie des gens. Et c'est ça, je pense, le problème. Je prends un exemple justement pour faire avancer la discussion. Aujourd'hui, les Français voient quoi? Qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas. Donald Trump qui débarque à la Maison-Blanche, qui signe des dizaines de décrets et qui prend plein de décisions, bonnes ou mauvaises, la question n'est pas là, mais la politique a un effet concret aux États-Unis. Pourquoi en France, c'est si compliqué de se dire non mais attendez, ce sujet est trop complexe, comme dit François Bayrou d'ailleurs, on va pas se laisser enfermer dedans, vous dites un peu la même chose que lui, et on va attendre avant de demander l'avis aux Français. Mais parce que vous êtes obnubilé, fasciné par la communication performative de Monsieur Trump, oui, mais qui performative, fait croire au justement, peuple américain que dire c'est faire, et qu'à partir du moment où il dit les choses se font. Mais quand il signe un décret, ça se fait. Mais regardez, quand il signe un décret, regardez concrètement comment s'appliquent ou pas ces décisions, et vous verrez qu'effectivement c'est beaucoup plus compliqué, pardonnez-moi de le dire, que ce qu'on veut bien comprendre et attendre. Un contre-exemple, quand Donald Trump décide de renvoyer 380 personnes en Algérie parce qu'elles n'avaient pas l'autorisation de rester aux États-Unis, l'Algérie accepte de les laisser rentrer. Oui, mais ça c'est pas la question de Donald Trump et de sa volonté, c'est la question du rapport de force. Non, c'est la question du rapport de force peut-être, mais quand les États-Unis et l'Algérie, qui n'est pas, le même rapport de force qu'entre la France et l'Algérie. Mais je vais refermer cette parenthèse pour vous dire une chose. Vous dites sur la question de la légitimité et de l'impuissance publique. Pardonnez-moi de vous dire que le dernier grand souvenir des Français en matière d'impuissance publique, c'est un référendum. Et c'est celui de 2005. En 2005, les Français ont voté. Ils ont voté contre la Constitution européenne. Qu'est-ce qui s'est passé derrière? Il n'y a pas eu d'impuissance publique, excusez-moi. Il y a eu une puissance publique et politique qui s'est exprimée, celle de M. Sarkozy, et qui, contre les Français et contre l'avis des Français, a ratifié le référendum. Tout en prévenant qu'il le ferait s'il était élu président. Il y avait une campagne présidentielle. Il y a une campagne présidentielle, c'était annoncé. Oui, enfin, mais il y a eu un référendum. On peut ne pas être d'accord avec ça. Il y avait un référendum. En l'occurrence, les Français ont voté en 2005. Il ne faudrait pas, et moi je pense qu'il faut être très prudent vis-à-vis des Français sur la promesse qu'on leur fait de ce référendum. Les Français sont échaudés avec cette expérience. Soit on a un référendum très clair sur non pas ce qu'il dit, ce qu'il propose, mais ce qu'il impose sur ensuite. Une mesure concrète. Mais que ça passe en droit positif, plutôt que de faire un grand débat national. Mais d'où ma question du début, mon cher Nicolas. Oui. Pourquoi ne pas faire une bonne fois pour tout un référendum sur la question du droit du sol? Bien sûr. Mais pourquoi vous mettriez le droit du sol en débat? Mais sur les retraites, mais pourquoi pas? Non, mais attendez. Est-ce que les Français aujourd'hui, posons-nous la question, c'est une vraie question politique. Est-ce que les Français aujourd'hui veulent prioritairement un débat sur le droit du sol? Eh ben, ils répondront non, mais parce que c'est vous qui allez décider de poser la question, mais qu'est-ce qui vous permet de dire que les Français aujourd'hui ont envie de débattre de cette question et pas d'une autre prioritairement? Et ça, c'est un vrai sujet politique. Et je dis qu'est-ce qui me permet de dire que c'est pas vous qui n'avez pas envie d'en parler? Vous n'avez pas de problème de vous l'avez dit vous-même, c'est dans les priorités des Français. Je ne pense pas que ce soit une priorité le droit du sol aujourd'hui. Mais c'est dans les priorités des Français. Et je ne pense pas que ce soit une priorité des Français que de remettre en cause le droit du sol. Il y a un débat idéologique, il y a aujourd'hui une bataille culturelle sur ce sujet. Vous êtes en train de nous faire croire que ce sujet est
majoritaire dans l'opinion. Moi, je pense qu'il ne l'est pas, mais ça, c'est ce que disait le maire de Mamoudzou il y a une heure sur Sud Radio. Proposé qui est le référendum est une arme très dangereuse sur ce sujet-là. Alors, on peut parler d'un autre sujet qui vous tient à cœur. Hein. Je l'ai évoqué tout à l'heure aussi, celui des retraites, par exemple. Pourquoi ne pas faire un référendum sur la réforme des retraites plutôt que de scoltiner une réforme des retraites à peu près tous les 6 mois parce que ça ne marche jamais? Les gens vous répondront que parce que la réforme des retraites est impopulaire et que de fait les Français n'en voudraient pas et que donc ils la rejetteraient. Mais moi je suis d'accord avec vous, je pense qu'il faut traiter ces sujets-là par référendum si par cas l'Assemblée n'arrive pas à se mettre d'accord dessus. Non, ensuite après le problème qui est le problème fondamental de notre pays, c'est que la France, les politiques français se sont fait aussi confisquer le pouvoir, une grande partie du pouvoir, par de nombreux acteurs. Au niveau supranational, il y a l'Union européenne avec lequel ils doivent traiter, qui effectivement bloque un certain nombre de marges de manœuvre. On n'a plus les marges de manœuvre sur la politique monétaire. En vertu de traités que nous avons votés. Oui, je dis pas le problème, mais en tout cas, c'est factuel. Oui, mais excusez-moi, il y a quand même un paradoxe. Non, mais je vais terminer. Vous appelez à un référendum. Pourquoi la politique monétaire est à l'échelle européenne? Parce que les Français l'ont voulu au référendum de Maastricht. Non, je décris juste une situation. La situation est que les élites politiques françaises, et d'ailleurs c'est plutôt quelque chose de positif pour eux, c'est qu'ils n'ont pas on leur a confisqué le pouvoir sur les questions par exemple de politique commerciale, de politique monétaire, la politique agricole également, et au niveau communautaire par exemple. Le deuxième problème, et là c'est un problème qui est franco-français, c'est qu'il y a des instances en France qui ont aussi confisqué d'une certaine façon le pouvoir. On peut penser notamment au pouvoir judiciaire qui confisque un certain nombre de décisions. Notamment, je suis désolé de le dire, mais en effet, quand on voit certaines décisions sur la question des OQTF, etc., on voit qu'il y a un vrai problème sur ce sujet-là. On a les élus locaux aussi, par exemple. On ne peut pas construire de places de prison dans notre pays parce que des élus locaux n'en veulent pas. On a certains acteurs économiques. Donc, à un moment donné, il y a aussi une équation qui est vraie pour les pouvoirs politiques. C'est qu'aujourd'hui, le pouvoir politique s'est fait confisquer le pouvoir par un certain nombre d'acteurs. Et donc, la parole politique n'est plus suffisamment performative. Alors, on a parlé de la justice, le mot de la fin, Nicolas Corato. Sur la justice, oui. Je vois pas pourquoi on ferait un référendum. Mathieu Hoc vient de dire les juges ont confisqué une partie du pouvoir politique. Pas tout. J'ai dit une partie. Moi, je considère pas. Enfin, pardon. Je considère que l'autorité judiciaire, parce qu'il s'agit d'une autorité selon la Constitution, n'est pas en concurrence avec le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. Et je considère que on aurait tous intérêt à rester assez mesurés sur nos propos par rapport aux juges. Bruno Retailleau dit la même chose que vous d'ailleurs. Dans la presse aujourd'hui, ils disent les juges font la loi, c'est donc la loi qu'il faut changer éventuellement. Mais les juges appliquent la loi. Et il faut le dire à nos auditeurs, contrairement à ce qu'on dit, les juges appliquent la loi de manière quand même très rigoriste et très sévère dans ce pays. Toutes les études le prouvent. Donc, s'il y a un problème dans ce pays, faut arrêter d'accabler les juges. Il faut plutôt accabler les lois. Et si les lois dans ce cas-là, changeons-en par référendum. Mais pourquoi? Non, mais le référendum, je vais vous dire, c'est une arme institutionnelle. Je le répète, c'est une arme institutionnelle de faiblesse et c'est surtout une arme institutionnelle de méfiance vis-à-vis du pouvoir législatif. Moi, ça vous étonnera pas. Je suis pas fanatique du référendum. Je suis pas fanatique du plébiscite. Et surtout, ça me dérange quand je vois un président aussi faible que celui que nous avons aujourd'hui utiliser cette arme pour passer au-dessus du Parlement. Pardonnez-moi, le président a dissous l'Assemblée nationale, nous avons voté en juillet, et je ne comprends pas pourquoi subitement il faudrait passer par référendum alors que nous venons d'élire nos représentants. Il y a quelque chose qui, dans la logique institutionnelle, me choque énormément. L'absence de majorité peut-être à l'Assemblée nationale. Mais c'est les Français qui l'ont décidé. Oui, effectivement. Enfin, c'est pas que. Merci à tous les deux d'être venus en débattre sans majorité, mais de manière paritaire sur Sud Radio. Nicolas Corato pour le think tank Place de la République, Mathieu Hoc pour le think tank Le Millénaire. À bientôt et à un prochain dimanche.